sur cet ordinateur. C'est parfait, c'est parti. Ok, parfait. Bien, je vais tester comme ça ouvert. Ça ne fait pas d'écho, hein? Ok, parfait. Alors, il est où le micro de l'ordinateur? Il est cette partie? Alors? Voilà. Ok. Toujours rien? Ah, j'ai fait tomber mon geste. Hein. Ah bah, Madame Iopra, vous vous présentez s'il vous plaît. On ne voit que Iopra SPRL. Présentez-vous. Celle qui est juste à ma gauche, à moi maintenant. Hein. Ça, c'est Lise. Ah, c'est Lise. Bonsoir Lise. Tu nous entends? Parfait. Merci d'être présente. Il y a Nathalie qui nous a rejoint aussi. Patrick, Nati, du monde. On est à 20 participants maintenant. Bah, en direct, je veux dire, parce qu'il y a des personnes qui vont être sur les autres pages. Je vais essayer de partager ça. Bien. Christophe, Patrick. Ok. Bien. On démarre? C'est bon? C'est OK pour moi. On y va? Est-ce que je présente? Ça commence? Oui, vas-y. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'être présentes aujourd'hui avec nous. C'est un vendredi exceptionnel, avec votre présence, avec votre participation, avec vos attentes surtout. Et le plus important, c'est vos réactions. Il faut qu'il y ait des interactions entre nous. Le sujet est très important, vous le savez tous. Je pense que vous avez fait une petite recherche quelque part. Tout le monde a fait une toute petite recherche, au moins pour connaître ce que signifient ces styles d'attachement, les différents styles d'attachement. Et là, peut-être oui, il faut que je le présente, Yves. Hein. Pour moi, c'est le meilleur thérapeute, hypnotiseur, hein, c'est là le fameux. Regardez-le, quand vous le voyez, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est carrément c'est l'adhésion à ce qu'il va vous dire. Hein. Alors faites attention à ne pas être hypnotisé durant toute cette séance. On aura ensemble 2 heures presque. Yves, comme vous savez, c'est le directeur d'Iopra, donc voilà. Je pense qu'il va le dire lui aussi. Moi, je suis son disciple. Je suis son partenaire au Maroc. Bien sûr qu'on va, on va encore aller vers des choses plus poussées en termes de certification, d'accompagnement, en termes de séances, de présence, et ainsi de suite. C'est un travail de longue haleine, bien sûr. C'est un travail qui est exigé actuellement parce qu'il y a tellement de demandes et d'attentes. Moi, je suis, pour information, je suis ex-DRH. Vous savez, les directeurs des ressources humaines, c'est l'épée de Damoclès au niveau de l'entreprise, plus ou moins. Mais j'étais le plus gentil. Mais j'étais le plus gentil, en fait. Je suis actuellement directeur général de mon propre cabinet. C'est le cabinet RH Way, RH Ways. Il n'y a qu'une seule voix, plus ou moins, la voix, et elle est au pluriel. Hein, vous savez, elle est au pluriel. Donc, nous intervenons dans tout ce qui est accompagnement, bien sûr, organisation, management, et l'aspect coaching, relation d'aide, avec, surtout avec Yves, hein, maintenant. Donc, voilà, le sujet, il est là. Hein. Yves est à votre entière disposition. Il va bien sûr exposer plein de choses et nous serons à l'écoute. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, justement, en demandant la parole, en réagissant et en nous envoyant des commentaires, bien sûr. Moi, au fur et à mesure, je poserai des questions à Yves. Je vous remercie et je passe la main à Yves. Écoute, merci beaucoup, Simon. Voilà, donc maintenant j'ai un beau challenge. Je vais soutenir le cap. Ok, donc je vais diminuer ici. Voilà. Voilà, donc on s'est dit que faire une conférence sur l'attachement et notamment l'impact dans notre vie adulte pouvait être intéressant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. En tout cas, je vais me lancer dans l'exercice un peu périlleux, en sachant qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de publications qui ont
évolué, qui ont été publiés ces dernières années. Donc voilà. Et donc pourquoi je me suis interrogé par rapport à cet attachement et à son intérêt, mais simplement parce que dans le travail, que ce soit le travail de thérapeute ou le travail de coaching, ou même en entreprise, dans le management, il y a évidemment des impacts. D'accord. Donc l'idée est la suivante, c'est de vous présenter un petit peu les traits généraux de ce qu'on appelle l'attachement, et surtout l'attachement insécure, évidemment, et puis de là, voir un petit peu comment on peut explorer ça dans notre quotidien. Beaucoup de personnes sont complètement ignorantes qu'ils souffrent de troubles de l'attachement. Ils ont l'impression que c'est leur personnalité ou leur sécurité interne, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. On sait d'un point de vue statistique qu'on a à peu près une personne sur deux qui souffre de troubles de l'attachement, donc c'est quand même énorme. Et puis on verra un peu les clés de répartition. Les auteurs ne sont pas toujours d'accord, donc on ne va pas se lancer dans une bagarre de chiffres. C'est juste pour donner une idée de l'ampleur, parce que même si on est une personne sur deux, c'est quand même 3-4 milliards d'individus sur Terre, ça fait un paquet de blessures dont on ne mesure pas évidemment l'impact ou l'importance lors du développement de l'enfant. En tout cas, on commence à être un petit peu plus attentif à ça, mais ce n'est pas la première attention qu'on a. Et il faut comprendre aussi que ces troubles de l'attachement peuvent provoquer des traumas, ou sont à l'origine de traumas, ou simplement représentent une fragilité qui va amener la personne à être beaucoup plus sensible à son environnement et à des blessures que quelqu'un qui aurait une sécurité émotionnelle et affective. Voilà. Donc, coupez vos micros si vous les aviez ouverts, hein, ce sera plus facile pour éviter les larcènes et autres joyeusetés. D'autant plus que comme moi je ne vous entends pas, je n'entends pas s'il y a des larcènes. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que l'attachement? Donc l'attachement, d'un point de vue de définition, c'est la sécurité émotionnelle et affective que nous allons développer à partir évidemment de notre naissance et même dès avant la naissance. On sait qu'il peut y avoir des impacts transgénérationnels, il peut y avoir des impacts qu'on appelle épigénétiques, dus à notre environnement direct, mais évidemment même aussi au niveau transgénérationnel. Si nos parents, nos grands-parents, les figures d'attachement, c'est-à-dire les figures des personnes qui nous donnent les premiers soins de notre environnement, déjà pendant la gestation et puis à partir de notre naissance, sont eux-mêmes victimes de troubles de l'attachement, eh bien, ils vont forcément reproduire des schémas comportementaux qui vont nous influencer. Il faut penser que dans les premières années de notre vie, et même par après, notamment les neurones miroirs ont un impact très important sur notre façon de coller, copier ce que nous voyons. C'est une de nos formes d'apprentissage principales dans les toutes premières années. Et si j'ai en face de moi des personnes qui réagissent avec évidemment des blessures plutôt qu'une sécurité émotionnelle et affective, eh bien ça va impacter directement ma façon d'agir et d'interagir avec l'autre. Si je vois des parents qui se disputent, qui sont jaloux, qui sont fermés, qui sont au contraire très émotifs, qui sont fusionnels, etc., bien, tout ça va me donner des figures et des grilles de lecture que je vais reproduire sans même y penser, simplement parce que je vais reproduire ce que je vois et ce que je vis dans mon quotidien. Donc, cette sécurité émotionnelle affective est très importante. Elle va évoluer au fur et à mesure des années. Pourquoi? Mais simplement parce que nous allons construire, avec le développement de l'enfant et du cerveau, nous allons construire des capacités, des compétences nouvelles qui vont me permettre de mieux gérer, mieux comprendre, mieux digérer mon environnement. Donc, ça veut dire aussi que les toutes premières années, donc en dessous de 4 ans, on a forcément un attachement qui est beaucoup plus fragile parce qu'il est beaucoup plus dépendant vraiment de ce qu'on appelle les caregivers, les donneurs de soins, que lorsque je commence à grandir. Et aussi parce qu'en dessous de 4 ans, je n'ai pas encore réellement une mémoire identitaire qui est construite, puisque c'est vers 3 ans et demi, 4 ans que la mémoire identitaire commence à se développer. La mémoire identitaire, c'est la mémoire que j'ai de moi-même, la conscience que j'ai de moi-même, dans mon quotidien, dans mon environnement, et donc les mémoires, les souvenirs que je commence à construire et à retenir. Si vous faites une expérience, vous allez voir que probablement, si je vous invite à penser à vous en dessous de 4 ans, il y a de très très grandes chances que lorsque vous pensez à vous, il y a des souvenirs de vous en dessous de 4 ans, ce sont des souvenirs où vous allez vous voir, ce qui n'est évidemment pas très logique, sauf si vous étiez devant un miroir. Donc c'est souvent des souvenirs qui sont en partie reconstruits sur base de photos,
d'éléments qu'on a entendus, d'anecdotes racontées au sein de la famille, et peut-être des bribes de souvenirs plus physiques que réellement visuels ou auditifs ou kinesthésiques, enfin physique c'est kinesthésique, que le reste. Mais normalement, à partir de 4 ans, on a beaucoup plus de souvenirs de nous, où nous nous voyons, enfin, où nous voyons plutôt la scène, mais on ne se voit pas dans la scène. On participe à la scène, mais on ne se voit pas en entier, habillé de pied en cap, dans le souvenir. Donc, ce type de souvenirs peuvent être repérés, hein, ces souvenirs tronqués, simplement sur le fait que si je me vois, ben, c'est que je suis dissocié. En gros, c'est que j'ai reconstruit une image, mais qui n'est pas une image nécessairement réelle. D'accord ? On sait qu'on a à peu près un tiers de nos souvenirs qui sont tronqués ou trafiqués, d'autant plus qu'au fur et à mesure que j'évolue dans le temps et que j'acquiers certaines valeurs, certaines compétences, j'ai des souvenirs qui vont être réadaptés à qui je suis ici et maintenant. Pourquoi? Mais simplement pour que je n'explose pas au niveau émotionnel. Hein, donc, il faut que je reste congruent avec mon évolution personnelle. Et donc, je vais en partie trafiquer certains souvenirs pour qu'ils restent en lien avec les valeurs que je développe ici et maintenant. Donc, ça veut dire aussi que forcément, je ne pense pas du tout de la même manière à certaines situations lorsque j'ai 5 ans, 15 ans, 25 ou 55 ans. Donc, je vais automatiquement réadapter une partie de ces souvenirs et les modifier. Donc, les chercheurs se penchent assez bien sur le bien-être des enfants notamment, et ils cherchent à savoir comment on peut évidemment améliorer ce bien-être et cette joie de vivre, j'ai envie de dire, développer ses capacités, ses compétences de joie de vivre. Dans certains modèles, par exemple les modèles qu'on appelle les ego states, les états du moi, qui s'intéressent aux sous-personnalités, hein, ce fameux espace de base qu'on retrouve dans d'autres modèles, comme par exemple en EMDR, hein, l'espace de base, l'état de base, eh bien, on va appeler ça le self. Et le self, c'est vraiment un espace où nous sommes spontanément, naturellement, calmes, sereins, compassionnels. On est en lien avec l'autre, on développe une série de qualités. Hein, en IFS, en système familial intérieur, ou en SEB, Self-Emotional Balancing, ce sont les mêmes qualités. On va parler de la curiosité, la créativité, la connectivité, le fait de pouvoir se mettre en lien avec l'autre, le calme, le courage, la confiance en soi, la compassion, la clarté. Donc, ce sont toutes des qualités qu'on va retrouver chez l'enfant. Pas toujours le calme, hein, parce qu'il va jouer, mais on va retrouver ces qualités dans son fonctionnement et on va pouvoir effectivement, si on apporte suffisamment de sécurité émotionnelle et affective, c'est-à-dire si on donne des grilles de lecture à ce que l'enfant vit, ressent et expérimente, on va pouvoir développer ces qualités et les maintenir. Des expériences menées par des chercheurs comme Warnecker et Tomasello donc ils ont travaillé sur l'empathie spontanée des enfants et la compassion spontanée des enfants. Il y a des très chouettes vidéos à regarder sur YouTube, hein, si vous tapez empathie des enfants. Et vous verrez que tous les enfants qui ont été étudiés, hein, c'est entre 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, eh bien, spontanément, les enfants aidaient les adultes en difficulté ou d'autres enfants en difficulté, même sans qu'il y ait nécessairement une expression orale, juste par certains mouvements, par certains comportements. Par exemple, une des expériences, il y avait une corde à linge, une pince à linge tombe et l'adulte, au lieu de se pencher, de la ramasser, essaie de l'attraper par-dessus la corde et on voit spontanément vraiment un enfant qui regarde et puis qui fonce, ramasser la pince à linge et la remettre au doctorant en psycho qui faisait cette expérience. Eh bien, on voit vraiment que ce sont des comportements totalement normaux et logiques chez un enfant, chez un être humain. Ça veut dire aussi que dans ces comportements, même si on passe par certains stades de développement où on va évoluer à certains moments vers d'autres approches, par exemple dans le développement de l'enfant, on sait qu'à un moment, l'enfant va se refermer à nouveau, va commencer à avoir un peu plus peur de son environnement. C'est après quelques mois, eh bien, on va chercher à observer que ces enfants vont retrouver, si l'espace de sécurité est bien là, vont retrouver assez rapidement leur capacité à être en lien avec l'étranger, hein, celui qui n'appartient pas au cercle premier de sécurité, alors que ceux qui ont un développement insécure, plus insécure, vont avoir beaucoup plus de mal à passer ce cap et vont
rentrer dans des systèmes et des jeux qui vont effectivement les éloigner de plus en plus de cette spontanéité de l'enfant. Si, dans les premières années de ma vie, les parents ou les donneurs de soins, donc les grands-parents aussi notamment, mais aussi des instituteurs de maternelle ou des profs, sont assez sécurisants, eh bien l'enfant va continuer à explorer son environnement en faisant des expériences sans se demander s'il va réussir ou rater son expérience. La question ne se pose même pas. L'enfant va essayer, et puis il va procéder par essai-erreur jusqu'au moment où il acquiert l'expérience suffisante pour passer à un autre type d'essai-erreur et d'expérience. Un enfant qui aura été laissé pour compte, c'est-à-dire pas trop stimulé, ou au contraire, peut-être trop poussé, ou qui aura été jugé sur base de ce qu'il fait ou pas, avec des parents par exemple qui ont plus de mal à gérer leurs propres émotions, eh bien l'enfant va se refermer. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. D'accord ? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais rouvrir le voilà. Oui, donc c'est enregistré, donc pour la question. Voilà. Donc, au niveau du développement, comment ça se passe ? Donc, les toutes premières années sont donc cruciales parce que pendant ce temps-là, l'enfant a très peu d'autonomie, il a peu de capacité d'analyse forcément de la situation, donc il va réagir plutôt au ressenti. Et si effectivement, en fonction des aspects évidemment aussi d'intelligence du style les HP, donc les hauts potentiels par exemple, auront une plus grande sensibilité ou émotivité qui risque de les rendre beaucoup plus réactifs encore que des enfants, on va dire, plus standards. Et donc, ils pourraient développer des troubles de l'attachement beaucoup plus rapidement parce qu'il y a un très, très grand questionnement de cet enfant-là ou de ce type d'enfant sur la compréhension de comment fonctionne l'univers, la vie, etc., avec des questions qui sont un petit peu hors du temps, qui ne sont pas du tout en lien avec celles que se posent en général les enfants de leur âge. Et donc, ça pourrait accroître encore ces blessures d'attachement. Donc, nous savons qu'il y a une vraie préoccupation au niveau des chercheurs ou de certains politiques autour de l'attachement. Les droits de l'enfant sont une émergence des 10, 15, 20 dernières années. On sait qu'en Belgique, par exemple, il y a eu vraiment encore un accélérateur lorsqu'il y a eu toutes ces affaires autour de la pédophilie qui sont sorties, comme l'affaire Dutroux. Il y a vraiment eu, on a désigné au niveau du gouvernement un responsable des droits de l'enfant, un commissaire à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et donc, on sait qu'il y a une sorte de prise de conscience que nous impactons nos enfants et la société, l'environnement, l'éducation et l'enseignement vont impacter fortement ces fameux enfants. Donc, un enfant trop couvé risque d'avoir les mêmes problèmes que l'enfant ayant vécu un manque de sécurité. Oui, bien sûr, tout ce qui est trop, c'est jamais bon. Donc, trop couvé, ça veut dire un attachement anxieux probablement. Donc, je vais décrire ça maintenant. Si l'attachement est sécure, c'est-à-dire s'il y a eu suffisamment de sécurité émotionnelle et affective, eh bien, effectivement, l'enfant va se développer dans un environnement où on va le laisser expérimenter les choses. On ne va pas toujours vouloir faire les choses pour lui. Par exemple, s'il doit tomber, on va le laisser tomber. Évidemment, on fait attention qu'il ne se fasse pas trop mal, mais on doit le laisser faire. S'il doit faire ses lacets, on va le laisser faire ses lacets, avoir des difficultés à accomplir certaines tâches. Pourquoi ? Parce que ça va participer de la construction de l'estime de soi, qui est une des bases de la sécurité, évidemment, d'un individu. Et de l'estime de soi, on va passer vers la confiance en soi, et puis l'affirmation de soi. Si je ne laisse pas les enfants expérimenter leur capacité à trouver par eux-mêmes et à développer ces capacités, eh bien, je vais avoir une influence indirecte sur l'estime de soi et probablement fragiliser la capacité de l'enfant à développer cette confiance et puis du coup à pouvoir prendre sa place au sein du groupe et au sein de la famille aussi particulièrement. Donc, je répondrai aux questions plus particulières en fin de présentation, parce que sinon on va partir un peu dans tous les sens. Et donc, notez vos questions et je les repasserai en revue à la fin. Donc, quand l'attachement est sécure, on voit une personne, un individu qui va grandir et qui va se poser des questions, qui n'aura pas peur d'aller vers un adulte et de demander, tiens, mais ou exprimer simplement le fait qu'il ne comprenne pas quelque chose et qu'il a besoin de mieux comprendre. Il va pouvoir se sentir suffisamment en sécurité que pour aller même vers des adultes inconnus et aller poser des questions qui sont des questions légitimes, simplement parce qu'il a besoin d'un cadre différent ou d'agrandir son cadre de référence pour pouvoir expérimenter des choses de façon meilleure.
quand l'attachement est insécure, c'est là que ça va un petit peu bugger. L'attachement insécure, il y a en grosso modo 4 types d'attachement insécure. Je dis grosso modo parce que certains auteurs vont subdiviser certaines particularités. Bon, j'ai choisi de les regrouper, on va dire, en 4 catégories principales. La première, c'est l'attachement insécure anxieux. L'attachement insécure anxieux, c'est vraiment des enfants ou des adultes qui vont se développer autour d'un besoin d'être fusionnels à l'autre. En gros, le message général, c'est « je ne suis pas complet ». Donc, c'est l'autre qui va me compléter. Et dans une relation, je peux vraiment avoir envie d'être très, très fusionnel à l'autre, avoir des très grandes difficultés à me séparer de l'autre, même parfois depuis quelques minutes ou après un temps X, je vais développer vraiment une grosse angoisse, de grosses anxiétés qui vont m'amener à développer des comportements de type anxieux et de type aussi parfois même harceleur, dans le sens où je pourrais envoyer 10 messages, 20 messages, 30 messages, 40 messages par jour, juste pour me rassurer, sans me rendre compte que ça peut mettre évidemment une pression chez le partenaire, sauf s'il est fusionnel, parce que évidemment c'est vraiment très très lourd à vivre. Je me rappelle d'un cas que j'ai accompagné en thérapie où la personne quittait le domicile. Il avait à peine quitté le domicile, il n'avait pas fait 30 mètres dans la rue en voiture qu'il avait déjà un SMS en disant avec des messages du type « tu me manques », vivement tout à l'heure, sois prudent, etc. Et donc plein d'expressions de cet ordre-là. Et le temps qu'il arrive à son boulot, c'est-à-dire en 20-30 minutes, il avait reçu 10-20 messages. C'était comme ça tout le temps, y compris pendant toute la durée de la journée. S'il était en réunion, la personne pouvait basculer dans des peurs complètement évidemment irrationnelles, qu'il est arrivé quelque chose, il était mort, il avait un accident, ou au contraire, il la trompait, etc. Et donc, il y avait vraiment tout un monde fantasmatique, complètement imaginaire, qui se développait autour de ces fameuses angoisses. Et évidemment, ces angoisses entretenaient de nouvelles angoisses. Donc, l'attachement insécure de type anxieux, on va avoir besoin de relations très fusionnelles, on va rechercher la présence de l'autre, d'être rassuré en permanence, beaucoup de messages, etc. Donc, c'était une forme d'attachement. Si je fais un biais par rapport à l'entreprise, on va avoir, par exemple, une traduction de cet attachement insécure anxieux par des personnes des collègues, qui vont tout le temps venir vérifier si ils ont bien fait. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était bien comme ceci? Est-ce que c'était bien comme ça? Qui vont peut-être bombarder les collègues ou les managers de mails pour vérifier que c'était bien comme ça qu'il fallait faire. Et donc, on va vraiment avoir des personnes qui vont vérifier plutôt 10 fois qu'une que ce qu'ils ont fait était juste, de peur du regard de l'autre et d'être rejeté par l'autre. En gros, l'attachement insécure anxieux, c'est clairement une peur d'être rejeté, hein, d'être mal aimé, de ne pas être aimé, qui va être à l'origine de cela et qui va évidemment développer du coup des comportements qui vont chercher à obtenir une certaine reconnaissance et des nourritures émotionnelles et affectives de reconnaissance à travers des petits mots, hein, des je t'aime, etc. Mais aussi au niveau d'une entreprise par justement une réassurance que j'ai bien fait mon boulot. Ça veut dire aussi que si je suis un manager d'équipe et que j'ai une tendance à être plutôt sec, froid, etc., ce qui est l'attachement qu'on va voir juste après, eh bien, ça va appuyer sur tous les boutons d'alerte de ce collègue qui va évidemment être complètement activé dans une insécurité de fond, ce qui, si elle n'est pas réparée ou travaillée en thérapie ou nommée par un psy, eh bien, ça pourra développer une angoisse de plus en plus profonde qui peut amener évidemment une insécurité avec peut-être même des comportements excessifs de type je deviens workaholic parce que j'ai l'impression que je dois tout le temps me dépasser pour obtenir les nourritures que je n'obtiens pas et ça peut évidemment aboutir par un burn-out, c'est-à-dire vraiment un épuisement total de la personne parce qu'il n'y a absolument aucune capacité pour elle de recevoir les nourritures ou les reconnaissances dont elle a besoin. Donc en tant que manager, c'est important de repérer ce type de mécanisme, pouvoir éventuellement en parler, renvoyer vers un professionnel de la santé mentale, de façon à pouvoir régler ça. Pourquoi? Parce que sinon, pour l'entreprise, ça peut évidemment avoir une conséquence énorme, et évidemment pour l'individu, en premier, une conséquence encore plus énorme, c'est-à-dire vraiment un système qui commence à tourner fou et qui commence à s'affoler de plus en plus sans pouvoir plus se calmer. D'accord? Donc,
Voilà, et donc, oui, donc là, une question, j'y réponds parce que bon, je l'avais déjà nommé, mais effectivement, est-ce que le style d'attachement peut expliquer le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi chez un adulte? Bien entendu, c'est pendant l'enfance que tout cela se construit. Si l'attachement n'est pas sécure, en fonction du style d'attachement insécure, on aura une plus grande insécurité au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi ou de l'affirmation de soi. Et même certains styles d'attachement insécure qui donnent une impression de grande affirmation de soi reposent en réalité sur une image qui est tronquée, qui est fausse et qui va générer d'autres soucis en arrière-plan avec éventuellement également ce fameux burn-out ou cette cassure du système de la personne. Donc, le style d'attachement impacte automatiquement l'intelligence émotionnelle parce que, effectivement, ben, si j'ai un attachement anxieux, je vais avoir tendance à interpréter avec mes peurs les relations et ce que l'autre fait. Hein, donc, je vais être beaucoup plus influençable par lui. Le second style d'attachement, c'est l'attachement qu'on appelle insécure, détaché ou détaché évitant. Certains séparent l'aspect évitant de l'aspect détaché parce qu'effectivement, parfois l'aspect détaché peut être plus prégnant et plus présent que celui qui est évitant, mais on est quand même sur le même type de profil. Donc, un attachement détaché évitant, mais comme ça le dit très bien, je suis détaché. C'est-à-dire que je vais donner une impression d'être froid, d'être distant par rapport à l'autre. Je vais très peu montrer mes émotions. Je peux avoir un visage en still face. Je ne montre rien. Je vais essayer peut-être plutôt de faire des cadeaux à l'autre que de nommer mes émotions parce que j'ai du mal à les repérer, du mal à les nommer, du mal à les repérer chez l'autre. Et donc, je pourrais vraiment avoir une tendance à faire des cadeaux parce que le cadeau, c'est moins dangereux que d'exprimer mes émotions. En gros, si je fais un cadeau à l'autre et que l'autre ne l'aime pas, ben, ce n'est pas grave, c'est un cadeau. Mais si j'exprime mes émotions et que l'autre ne m'aime pas, ça c'est beaucoup plus grave parce que ça vient toucher ma personnalité, ma représentation de qui je suis, et ça vient toucher évidemment à ma valeur et à mon identité. Donc, l'attachement insécure évitant va avoir beaucoup de mal à nouer des liens authentiques, c'est-à-dire vraiment parler de son ressenti. Il va complètement se couper de tout ça pour justement chercher à se protéger. Souvent, cela vient évidemment des parents ou des grands-parents. J'insiste aussi sur l'éducation. Si on remonte à 2-3 générations avant nous, moi je pense à mes grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre, voire la Première Guerre mondiale, on parlait très peu des émotions. On ne les nommait pas. On n'avait absolument pas conscience de l'importance de nommer les émotions, d'éduquer nos enfants à cela, de façon à ce qu'ils acquièrent des grilles de lecture pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils vivaient à l'intérieur. On avait plutôt tendance à dire va te calmer dans ta chambre et quand tu seras calme, tu reviendras, plutôt que d'expliquer oui, mon cœur, je vois bien que tu es triste, il se passe quelque chose pour toi, et d'essayer de décortiquer avec l'enfant, lui donner des grilles qui lui permettent d'intégrer les émotions. Hein, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle et de pouvoir justement repérer ce qui se passait pour lui et du coup pouvoir se sentir en sécurité puisque on allait s'occuper de lui et en même temps l'aider à comprendre et à décortiquer ses ressentis. Si je ne le fais pas, pardon, si en tant que parent, je ne prends pas le temps de le faire, parce que moi-même, on ne me l'a peut-être pas appris, eh bien, je vais reproduire un schéma de façon transgénérationnelle avec un style d'attachement qui peut se reproduire de génération en génération, avec la mixité, évidemment, avec les deux parents. Si un des deux parents a un autre style d'attachement, eh bien, je vais développer à nouveau un autre style d'attachement. Donc, attachement détaché évitant, des gens qui ont l'air beaucoup plus froids, beaucoup plus coupés, très peu d'expression émotionnelle, très peu de visage parlant. Donc, si je retraduis ça au niveau des relations professionnelles, si vous avez un manager qui est très très froid, très coupé, c'est pas très rassurant pour un attachement anxieux parce que ça va clairement le rejeter ou lui renvoyer une image fermée, donc ça ne va pas le rassurer. Si j'ai affaire à plusieurs types d'attachements détachés évitants, c'est des gens qui peuvent très bien fonctionner ensemble, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'expression. Si vous devez construire un team building, hein, ou même au sein d'une famille, eh bien, c'est une famille qui va être beaucoup plus détachée, simplement parce que le lien émotionnel n'aura pas été construit correctement, les enfants vont garder plus de distance. Un exemple que je donne souvent, donc j'ai 4 enfants, mes 2 derniers, la maman est partie quand ils étaient très très jeunes
pour un trip, on va dire, aux États-Unis, quand, quand elle est rentrée après 5 ou 6 mois, mon plus jeune fils a continué à jouer comme si de rien n'était. Il avait à ce moment-là 3 ans et demi, et il a juste dit bonjour maman, point. Donc, pas d'expression émotionnelle, il est resté dans sa bulle. Donc, c'est bon, aussi un enfant HP, mais il est resté vraiment dans sa bulle, complètement coupé des émotions parce que voilà, il ne savait pas si c'était sécure ou pas. En gros, l'attachement détaché évitant, il a appris à se détacher et éviter parce que, au niveau des parents, il n'y avait pas, soit pas d'expression de ses émotions, et donc pas d'accueil des émotions et de son vécu émotionnel, soit parce que les parents pouvaient shifter d'un type d'attachement à un autre. Par exemple, si un parent tout d'un coup pouvait être très accueillant et puis tout d'un coup très froid, très détaché, ça génère une souffrance pour l'enfant qu'il peut évidemment pas, qu'il ne veut pas, comment dire, il ne peut pas comprendre ce qui se passe, puisqu'une fois on souffle blanc, une fois on dit noir, une fois on fait rouge, une fois on va dire bleu mais on fait vert, donc on change de style. Ce qui pour l'enfant évidemment est complètement déstructurant et va générer une angoisse de fond. Et la réponse à cette angoisse-là, au lieu d'être anxieux, ben, c'est je me coupe. Donc c'est une forme de dissociation, c'est je me coupe de mes émotions, je me fais une bulle et je n'interagis plus avec l'autre de façon, ou alors tout simplement de façon très détachée pour éviter de me sentir dans une situation qui est dangereuse pour moi parce que je ne peux pas la maîtriser, je ne peux pas la comprendre et je n'ai pas les grilles de lecture. Et là, évidemment, si j'ai affaire à des enfants un peu plus en avance que les autres ou plus émotionnellement sensibles, eh bien, je vais d'autant plus démultiplier les impacts et les effets négatifs de ce type d'attachement. Donc, attachement détaché évitant. Troisième type d'attachement, c'est peut-être le plus compliqué, c'est l'attachement détaché, donc, excuse-moi, pardon, c'est l'attachement insécure, désorganisé. Là, c'est des personnes, c'est des enfants qui, à la base, ont tellement du mal à gérer les émotions et leurs frustrations qu'ils vont exploser. C'est comme un volcan, ils explosent, et parfois on ne sait absolument pas pourquoi. Donc en gros, ils ont développé des sous-personnalités, hein, vous rappelez-vous des ego states, les états du moi, ils ont développé des sous-personnalités qui cherchent à maintenir la pression à l'intérieur du système et absolument éviter l'expression à l'extérieur du système. C'est une réelle bombe à retardement, c'est vraiment une cocotte minute. Et donc ces enfants-là vont développer une capacité à essayer de retenir tout ce qu'ils vivent par devers eux, sauf qu'à un moment donné, évidemment, la pression devenant trop forte, tout va sortir d'un coup, et parfois pour quelque chose qui est complètement non congruent. C'est-à-dire, je peux renverser une goutte d'eau sur la table, alors que peut-être avant, j'ai laissé tomber une assiette. Lorsque je laisse tomber l'assiette, je n'ai aucune réaction, mais lorsque je laisse tomber une goutte d'eau sur la table, hein, l'enfant ou le parent peut complètement exploser parce que c'est insupportable pour lui. C'est vraiment quelque chose qu'il vit comme étant une sorte de rejet total de la relation et ils mettent en doute toute la relation quand ça se produit. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment tout casser dans la relation parce que c'est insupportable. J'ai comme ça eu un patient qui venait pour des problèmes de cet ordre-là. C'était tellement insupportable que pour lui, son épouse qui était d'origine étrangère, qui venait d'Amérique latine, n'osait même plus dire quand sa famille venait en Europe la rencontrer parce que son partenaire le vivait comme un rejet, comme un abandon complet de la relation, le fait qu'elle aille voir ses parents, ce qui est quand même somme toute assez normal, ou sa famille, et bien, à tel point qu'elle finissait par ne même plus oser lui en parler, et c'était vraiment le matin même, elle disait, écoute, aujourd'hui je ne serai pas là, parce que je vais voir mes parents à Paris, et elle partait, etc. La réaction du partenaire, donc de la personne qui souffrait d'attachement insécure, désorganisé, était la suivante. Son épouse n'avait pas quitté la maison depuis 5 minutes, qu'il filait en dehors de la maison, c'était insupportable pour lui de rester seul, il filait dans le premier café ou bar qu'il rencontrait, brasserie, il draguait tout ce qui bougeait et il ramenait à la maison tout ce qui bougeait. Donc c'était insupportable pour lui de rester seul. Il en était à la fois malheureux, mais il ne pouvait pas le faire. Il y avait une partie de lui qui le faisait parce que c'était insupportable de rester seul, et une autre partie qui le faisait comme un enfant qui se venge, hein, qui casse ses jouets parce qu'on ne lui a pas acheté un nouveau jouet, qui se venge et donc qui casse la relation en trompant et après en le disant. Donc ce n'était pas un manipulateur, hein, ce n'est pas une version qui cherchait à manipuler l'autre pour faire une forme de chantage affectif, c'est vraiment une incapacité de gérer ses émotions. Donc cette personne est venue plusieurs fois en session, c'était très très compliqué à travailler parce que c'est vraiment une personne qui était passée plus dans un mode de défense où il y avait une hypersexualité, une hypersexualisation, ce qui évidemment était très compliqué à digérer pour son épouse,
hein, de savoir que chaque fois qu'il sortait de la maison, il risquait de se faire tromper. Ce n'était pas très cool ni très agréable. Et cette personne était incapable de se moduler, de se modérer, parce que c'était vraiment une blessure qui explosait d'un coup. Donc, 3 formes d'attachement insécures principaux. Attachement anxieux, donc insécure anxieux. Détaché évitant, donc on est plutôt froid, coupé. Et attachement désorganisé, où on retient et puis tout d'un coup on explose, tellement c'est insupportable. Et la 4e voie, évidemment, ben, c'est un mixte simplement de tout ça. C'est un attachement ambivalent ou mixte qui va reprendre en général 2 de ces 3 premières catégories. Pourquoi 2 principalement? Ben, simplement parce qu'elles sont en lien avec les figures d'attachement. Et les figures d'attachement premières, ce sont évidemment nos parents. À défaut de nos parents, les premiers donneurs de soins qui ont remplacé nos parents si nos parents étaient fort absents ou pas. Donc, par exemple, ça peut être des grands-parents si les grands-parents étaient très actifs dans la vie de l'enfant. Donc, l'attachement ambivalent va reprendre en fonction, et donc c'est aussi assez compliqué pour le partenaire parce que parfois, la personne peut basculer d'un attachement plutôt insécure, fusionnel, anxieux, à un attachement froid. Et donc là, le partenaire, parfois, il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive parce que de très chaud, ça devient très froid, très chaud, très froid, très chaud, très froid. C'est à nouveau très déstructurant. Ou parfois, c'est avec un certain type de personne, la personne qui souffre de cette blessure va avoir un attachement détaché évitant avec un certain profil de partenaire ou d'amis, et plutôt anxieux et fusionnel avec un autre type de partenaire ou d'amis. Ce qui parfois peut donner des effets assez détonnants. Je me rappelle dans mes relations, par exemple, il y a très longtemps, d'ici, hein, j'étais à peine né, une, une de mes copines avait développé un attachement de type ambivalent qui était effectivement anxieux et détaché évitant. Et donc, par exemple, avec tous les amis, elle sautait dans ses bras des amis, mais vraiment sauter, c'était le gros hug. Et avec le partenaire, c'était rien, froid. Tel point qu'à un moment, d'ailleurs, en plaisantant, thérapie provocatrice, hein, donc, que j'adore, j'ai dit, mais je me demande si je ne me préférerais pas être ton ami que, que ton petit ami, parce que j'ai le sentiment que je recevrais plus de soins. Et ça, évidemment, ça faisait partie de mon style d'attachement à l'époque, qui était un attachement ambivalent également détaché évitant, plus détaché évitant que fusionnel, qu'anxieux, mais qui était aussi en voie de travail, puisque bon, j'étais déjà en thérapie, et évidemment, j'ai travaillé ce style d'attachement. Donc, ça veut dire que normalement, les blessures d'attachement vont attirer des blessures d'attachement. Si vous avez quelqu'un qui a un attachement sécure et qu'il rencontre quelqu'un qui a un attachement insécure, normalement, l'attachement sécure ne va pas rester très longtemps. Il va nommer son besoin, puisque lui a appris à nommer ses besoins. Il va aller dans une communication qui est beaucoup plus dynamique. Il va nommer son besoin. Et si, en face de lui, il ne reçoit pas une réponse qui est congruente avec ses besoins, c'est-à-dire quelqu'un qui exprime également ses besoins, et puis on trouve, on va dire, la passerelle d'échange qui fait qu'on démarre un couple, c'est-à-dire une sorte de contrat, un contrat relationnel sur lequel on va baser nos relations futures, eh bien, l'attachement sécure va très rapidement ressortir d'une relation de cet ordre-là en disant, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, je pense que tu dois aller t'occuper de ces réactions-là, de ces parties-là, etc. Donc, l'attachement insécure va, de prime abord, attirer des attachements insécures qui ne sont pas nécessairement les mêmes que le sien, mais qui vont être du même ordre. C'est-à-dire, soit, si on a 2 fusionnés ensemble, 2 détachés évitants ensemble, ou 2 désorganisés ensemble, ou 2 ambivalents ensemble, mais on peut évidemment avoir un mixte, un ambivalent avec un fusionnel, enfin un anxieux, ou un détaché évitant avec un autre détaché évitant, ou avec un anxieux, ou avec un désorganisé. Hein, et vous avez toutes les possibilités de choix possibles entre ces styles d'attachement insécure, avec évidemment toute la pléthore de complications que ça va amener dans les relations. Si vous avez un attachement fusionnel qui ne reçoit pas les nourritures émotionnelles et affectives dont il a besoin, donc l'attachement anxieux, que va-t-il se passer? Il va aller à la requête de ce besoin de plus en plus vers son partenaire. Et si vous avez un partenaire qui est fusionnel, ben ça va se répondre plus ou moins, ça peut tenir très longtemps. Mais si vous avez en face de vous un attachement insécure, détaché, évitant, lui, c'est l'envahissement qu'il va ressentir. Il va se sentir envahi dans son espace et donc il va commencer à prendre plus de distance et plus de recul. Ce qui évidemment va appuyer sur tous les boutons danger de l'attachement anxieux qui va venir de plus en plus vers lui et lui qui va de plus en plus partir. Et là, on a vraiment
un schéma classique de « je t'aime moi non plus ». Hein, je fais un pas vers toi, tu t'éloignes, je m'éloigne de toi, tu te rapproches de moi, etc. Et on a comme ça des effets retour et les retours euh, jusqu'au moment où l'attachement détaché évitant peut aussi choisir de ne plus répondre du tout à ce type de sollicitation, se renfermer de plus en plus. Il peut continuer à fonctionner avec un attachement anxieux, mais évidemment, il ne sera pas heureux parce qu'il va se sentir envahi, etc. Donc, c'est comment trouver un juste milieu par rapport à tout ça. Eh bien, c'est justement en allant travailler, évidemment, tous ces types d'attachements. Donc, petit élément encore important, c'est que, imaginez un attachement désorganisé en entreprise, quelqu'un qui tient et puis d'un coup explose, eh bien, ça va faire évidemment beaucoup de dégâts parce que si vous avez des attachements insécures en face de lui, les personnes, en fonction de leur style d'attachement, vont soit complètement se renfermer et tétaniser, passer en mode panique, c'est l'attachement anxieux, ou au contraire, un attachement très froid, très détaché, ils vont commencer à recadrer la personne, ce qui évidemment va remettre de la tension jusqu'au moment où la personne va de nouveau exploser. Et si la personne a un attachement lui-même désorganisé, ben, il peut très bien passer en mode combat également. Et alors on est parti dans la course à l'armement entre les différents styles d'attachement et relationnel. Donc c'est important de bien mesurer tous ces styles de façon à observer dans votre quotidien ben, comment vos partenaires, comment vos amis, comment vos collègues fonctionnent, parce que ça va impacter leur façon de vivre dans leur quotidien. D'accord Voilà, donc dans les relations, donc comment est-ce que j'ai une sécurité émotionnelle et affective? La sécurité émotionnelle et affective, la toute première chose à savoir, c'est que c'est l'amour inconditionnel que vont me porter mes donneurs de soins, c'est-à-dire mes parents de prime abord, ou la zone proche, les grands-parents, certains membres de la famille, peut-être des plus grands frères ou sœurs aussi, mais c'est d'abord vraiment ce qu'on appelle les caregivers, les donneurs de soins. Ça veut dire ceci, si j'ai un parent qui est trop présent ou trop absent, c'est pas bon. Trop absent, ça va générer soit à nouveau une anxiété ou un détachement évitant, soit, ou les autres styles aussi, soit si c'est trop présent, ça va étouffer l'enfant, l'empêcher de faire ses expériences de vie, d'acquérir son expérience, qui va lui permettre de construire l'estime de soi, parce qu'il va pouvoir se dire, tiens, j'ai réussi à faire ça, je suis fier de moi, je peux en parler avec les gens que j'aime, et dire, ah, t'as vu maman, j'ai pu faire mon lacet, ah, t'as vu, regarde, j'ai fait une dictée sans faute, etc. Et donc, l'enfant va être complètement étouffé et ne va pas avoir l'opportunité de vivre et d'expérimenter notamment des frustrations ou simplement le fait qu'on a des émotions et qu'on n'est pas apte à les gérer. Le cerveau émotionnel, hein, au niveau des neurosciences, on sait que le cerveau émotionnel est à maturité aux alentours de 25 ans, hein, et même parfois un petit peu plus. Donc, un enfant qui ne peut pas gérer ses émotions, c'est totalement normal. Je ne peux pas gérer mes émotions, tout simplement, parce que mon cerveau n'est pas mature. Il n'y a pas assez de connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit pour qu'il puisse gérer les aspects plus rationnels, des aspects plus émotionnels. Et donc, il n'y a pas de passage encore. On est en pleine construction de ces échanges entre les deux hémisphères et les zones du cerveau qui s'occupent plus particulièrement des émotions ne sont pas à maturité, tout simplement. On peut aussi mesurer que s'il y a beaucoup de stress dans mon environnement, ça a un impact direct sur le fonctionnement du cerveau. On sait que, par exemple, l'hippocampe ou les amygdales ne vont pas se développer de la même manière. Elles peuvent être hypertrophiées ou, au contraire, elles peuvent être vraiment complètement réduites quasi à néant si je n'ai pas un environnement qui me donne suffisamment de sécurité. Ce qui va me donner évidemment aussi une moindre capacité de gérer certaines émotions. Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Donc le cerveau est plastique, ça veut dire qu'il a la capacité de se corriger, de se réparer très rapidement si on lui donne les soins appropriés ou si moi, adulte, je me donne les soins appropriés d'amour inconditionnel, de compassion par exemple. Je travaille énormément avec la compassion dans mon travail thérapeutique, hein, self-emotional balancing, de façon justement à amener les personnes à pouvoir se réoccuper d'eux-mêmes et ne pas basculer dans les blessures d'attachement, mais au contraire les réparer. Donc, première donneur de soins, c'est ça, ou des mentors, des personnes qui ont pu faire, je veux dire, qui ont pu remplacer, par exemple, les parents déficients. Il n'y a pas d'école de bons parents. Donc, c'est hélas quelque chose qui nous manque, mais il n'y a pas d'école de bons parents. Comme à l'école, on ne nous apprend pas les émotions, ce qui est bien dommage. Si on nous apprenait les émotions dès la primaire, ça permettrait, même peut-être même avant, même dès la maternelle, ça permettrait déjà aux enfants de comprendre ce qu'ils vivent. Hein, il existe actuellement des dessins animés qui sont vraiment fabuleux,
comme Vice-Versa, par exemple, qui reprend, enfin, qui explique exactement comment fonctionne le cerveau, et notamment la partie émotionnelle du cerveau, et une partie des sous-personnalités, en tout cas. Et donc, c'est des choses que il serait bon qu'on puisse nous enseigner dès notre enfance, et certainement même aux futurs parents, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants et comment les protéger du mieux possible. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin vital présent dès la naissance? Parce que sans la proximité d'un adulte, tout simplement, le bébé ne peut pas survivre. Donc, si je veux dire, si vous mettez un bébé dans la nature et que les parents s'éloignent, bah, il meurt, il ne peut pas se nourrir par lui-même, il n'est pas autonome. Donc forcément, les toutes premières années, cette autonomie va impacter la sécurité. Si, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais moi, j'étais un bébé comme ça. Euh, Avant, les parents pensaient que c'était normal de laisser le bébé pleurer les premières nuits, hein, et qu'il a pleuré tout son sou. Et même les parents partaient manger au restaurant, laissaient l'enfant tout seul dans sa chambre, et c'était totalement normal. Maintenant, si on vous, si on dit qu'un parent fait ça, il va tout de suite évidemment être accusé de négligence et de maltraitance passive ou active vis-à-vis d'un enfant, simplement parce que ça ne se fait pas, parce qu'on sait qu'effectivement, un enfant qui pleure, il exprime un besoin, et que ben, s'il exprime un besoin, c'est parce que simplement, il n'a pas d'autre façon de s'exprimer qu'en pleurant, parce qu'il n'a pas encore développé simplement le, le langage. Donc, un enfant qui pleure, on va aller vérifier quel est son besoin, est-ce qu'il est sale, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a mal, et on va chercher à décrypter un peu ce qui se passe, tout en sachant qu'à un moment, parmi cette évolution, la ligne du temps, il va aussi tester les limites et voir si j'appelle et que maman et papa viennent tout de suite, tout le temps, hein, évidemment, ben, il va comprendre que c'est une façon de les faire venir, et il va peut-être jouer avec ça. Jouer ne veut pas dire qu'il veut abuser, c'est simplement, ben, lui, il n'a pas envie d'être seul, et donc il va nous appeler. Donc, on doit aussi lui apprendre un moment à pouvoir rester un peu seul, hein, de façon à ce qu'il puisse développer d'autres types de compétences. Par exemple, on sait quand les enfants grandissent que l'ennui est important. Un enfant qui ne s'ennuie jamais est un enfant qui ne développe pas son imaginaire, et certaines zones du cerveau vont rester en retrait parce qu'elles n'auront pas été stimulées par ce fameux ennui. C'est-à-dire sa capacité à résoudre l'ennui en gérant une partie de ses émotions, mais aussi en développant de nouveaux types de jeux ou de créativité. Hein, c'est la créativité du self. Donc, tout ça pour dire que ces relations de toute première enfance sont privilégiées. Est-ce qu'il peut déjà avoir des troubles d'attachement intra-hétéro, c'est-à-dire avant la naissance? Oui. Alors pourquoi? Mais simplement parce que si nos parents ont déjà des troubles d'attachement, ils vont transmettre une certaine anxiété ou un certain détachement à leurs enfants. Ça, c'est l'expression génétique. Ça peut aller plus loin. S'il y a des maltraitances qui sont faites aux bébés intra-utéro, ce qui existe, hein, je me rappelle d'un cas qu'on avait travaillé où c'est une collègue qui l'avait amené en supervision, et donc c'était une maman qui ne voulait qu'une fille et qui a eu quatre garçons. La quatrième fois, elle a pété un câble chez le gynéco. Ils étaient en train de faire une échographie. Ils ont vu que c'était de nouveau un garçon. Et la femme a tellement pété un câble qu'elle a commencé à se frapper le ventre, se cogner contre une table. Bref, elle a vraiment cherché à faire mourir cet enfant. Dans les années qui ont suivi, après la naissance, l'enfant a développé des comportements très particuliers avec cette maman. Pas à l'école, où il était très, très, on va dire, empathique, et il était en connexion avec les autres, mais par rapport à la maman, il venait se mettre à 3-4 mètres de la maman, figé, la regardait fixement, faisait parfois des drôles de bruit, et la regardait vraiment fixement pendant parfois des heures, hein, juste vraiment créer quelque chose comme une angoisse de fond, ce qui évidemment a inquiété la maman, ce qui est un peu logique, et c'est vraiment en lien avec l'attachement. L'attachement était insécure, parce que cet enfant ne se sentait pas aimé, en tout cas à la base, ni reconnu, et certainement des souvenirs traumatiques, hein, parce qu'une maman qui pète un câble, je veux dire, il est envahi par toutes les émotions, puisqu'il partage le, le même sang, hein, donc vous avez le même liquide, vous avez toutes les émotions, toutes les nourritures sont amenées par la maman, donc toutes les émotions sont transmises par la maman. Si vous avez des parents qui se disputent, ça va générer évidemment certains types d'angoisse ou de stress, alors que si vous pratiquez certains exercices, comme par exemple en autonomie, hein, vous allez stimuler le bébé, hein, c'est d'ailleurs des choses très très chouettes à faire avec le père et la mère, d'aller stimuler le ventre et d'appeler le bébé par des petits mouvements de palpation sur le ventre, hein, et d'avoir une interaction avec le bébé, et puis on joue d'un côté, de l'autre, etc. Et on voit le bébé qui se déplace ou qui vient frapper là où il y a eu la palpation, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose, et donc ça devient un échange. Donc,
l'attachement est déjà pré-naissance, il est déjà en train de se développer intra-utérin, en lien avec le vécu de la maman et des parents pendant toute la grossesse, mais également en lien avec l'attachement des parents, et en tout cas certainement de la maman, dès avant, dès la conception. D'accord. Même chose, le père transmettra aussi peut-être des blessures d'attachement à travers la conception, simplement parce qu'ils partagent les mêmes types de gènes, avec donc le même type de sensibilité à certains types d'environnement. Je rappelle que l'épigénétique s'intéresse à l'expression génétique, c'est-à-dire le fait que certains gènes s'expriment plus vite, plus rapidement dans un certain contexte, en général de stress, dans certains environnements, pour permettre une meilleure survie à l'individu. Donc forcément, une blessure d'attachement, c'est une blessure, et donc ça peut se déclencher plus rapidement pour essayer d'obtenir les nourritures émotionnelles et affectives dont j'aurais besoin en tant qu'enfant et puis individu adulte ou se développant pour justement répondre à ce type de stress. Donc, au départ, on va voir que le bébé va développer donc les pleurs, certaines mimiques, certains gestes. Si vous voyez une expérience de style face, vous allez voir, hein, la maman, on trouve ça aussi facilement, la maman ou le papa va fermer son visage, qui ne va plus rien exprimer. Et l'enfant va essayer de développer à travers toutes ses compétences acquises, va essayer d'interagir à nouveau avec la maman. Donc ça peut être montrer du doigt, crier très très fort, un cri très très aigu, pleurer, tendre des bras pour qu'on le prenne, etc. Et puis lui-même va tomber tout doucement dans une forme d'apathie. Et s'il n'y avait effectivement pas de soins, il pourrait même jusqu'à aller se laisser mourir. Il y a aussi une trentaine d'années d'ici, quelqu'un qui était assez proche dans ma belle famille, maman qui avait un attachement détaché évitant, jeune bébé, et bon, on avait des enfants du même âge, à quelques semaines près, et à un moment, on réalise qu'on dit, mais ça fait longtemps que tu ne l'as pas nourri, le bébé. Donc, on commence à discuter avec cette personne qui, en plus, était médecin. Et elle dit, ah oui, mais tu sais, il dort beaucoup, il est bien, il est vraiment calme, c'est super, etc. On dit, mais c'est pas normal qu'un bébé dorme à ce point-là sans te réveiller, ne fût-ce que toutes les 3-4 heures ou même 5-6 heures max. Il a besoin de X vibrons par jour, etc. Et pendant cette journée, on a observé que ça se répétait encore, et donc on a relevé le fait, on a dit, écoute, je ne pense pas que ce soit normal. Hein. Donc, on l'a invité à quand même parler avec le pédiatre qu'elle avait choisi, et le pédiatre l'a évidemment engueulé comme du pu parce que ce bébé avait perdu du poids, il était en train de se laisser mourir parce qu'il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'environnement, on ne prenait pas le bébé dans les bras, on ne le stimulait pas suffisamment, le père bossait beaucoup, et la maman voilà, était beaucoup moins disposée au niveau émotionnel, et donc elle était coupée, et donc il n'y avait pas d'échange. Donc ce bébé se laissait clairement mourir. Donc l'attachement est vraiment fondamental dans les premiers mois et les premières années pour justement développer cette sécurité de base qui va déboucher sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la capacité à me mettre en avant ou prendre ma place. Donc, l'attachement va commencer à partir de la construction identitaire aussi, à partir des 4 ans, va continuer à se développer. Et évidemment, si mon attachement est sécure, ben je vais expérimenter de plus en plus de choses à l'école, je vais me sentir à l'aise, etc. Alors que si mon attachement n'est pas sécure, hein, eh bien, je vais développer du coup beaucoup plus de difficultés à prendre ma place, etc. Donc la fameuse angoisse du 8e mois, hein, donc c'est à cette zone-là aussi qu'on voit que le bébé se referme, hein, il était plus ouvert à l'étranger, il se referme vers l'étranger. Donc vers 8 mois, il y a vraiment un moment très important chez le bébé, il doit vraiment être très très puissamment rassuré dans le lien, pris dans les bras, nommer ce qu'il vit, lui en parler, ne pas hésiter à lui en parler, les bébés comprennent ce qu'on dit, et l'amener justement à développer cette réouverture vers l'autre, vers l'extérieur, mais sans le brusquer. Donc ça ne sert à rien de le jeter dans les bras de l'autre, c'est vraiment plutôt l'inviter à observer que c'est sécure. Le rassurer quand il se met à pleurer, ne pas l'engueuler, y aller le mettre dans le parc ou dans son lit pour qu'il se calme, mais vraiment lui expliquer, ben oui, je comprends que tu puisses être stressé, c'est normal, parce que tu découvres qu'il y a un monde qui est beaucoup plus vaste que ce que tu n'imaginais. Hein, et puis tonton machin ou tati machin, on ne le voit pas beaucoup, etc. D'accord. Donc, nommer les choses. OK. Donc, à partir de ce développement des nouvelles capacités intellectuelles, donc principalement donc à partir de 6 mois déjà, parce que les hémisphères se croisent, mais à partir de 3-4 ans, quand la mémoire identitaire se développe encore plus, eh bien,
il y a d'autant plus d'importance de nommer les émotions pour permettre à l'enfant de se créer ces fameuses grilles de lecture qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe. Les modèles aussi relationnels vont se construire. À partir du moment où l'enfant commence à avoir cette construction plus consciente de son identité, il va être d'autant plus attentif à ce qu'il vit comme modèle relationnel autour de lui. Si j'ai des parents qui se disputent ou qui ne se parlent pas, qui sont très froids, ou l'un qui est tout le temps en demande et l'autre qui est très froid, ou deux froids, ou deux chauds, etc., eh bien, il va avoir tendance à vouloir répéter les mêmes schémas. Et vous pouvez voir ça dans les familles, hein, le type d'attachement. Souvent, les gens disent « Ah, mais moi, je voudrais vraiment comme mes parents qui étaient comme des inséparables. » Et ils vont vouloir reproduire les mêmes schémas, alors que ce n'est pas nécessairement le schéma le plus sécure, mais simplement parce qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté autour d'eux. On parle beaucoup, donc on s'assèche. Donc, la sécurité affective va donc découler directement de ces fameux modèles. Si je reviens vers l'état, on va dire adolescentaire, ben, on va retrouver le même, évidemment, attachement. Vous avez des adolescents qui vont complètement se refermer, des adolescents qui vont plutôt être extravertis, hein, qui ont besoin d'être fusionnels, donc ils vont chercher des liens, ils vont se lier avec tout le monde, alors que d'autres vont au contraire complètement se fermer et se refermer. Et là, on a d'autres enjeux, c'est que évidemment, tout le virtuel, hein, toute la virtualité, tous les jeux vidéo, les écrans, participent de ça. C'est-à-dire qu'on peut très facilement alourdir la difficulté d'attachement d'un enfant et d'un ado qui serait détaché évitant, parce que le monde virtuel lui permet justement d'expérimenter ce détachement sans se mettre en danger. Par contre, aller affronter le monde réel dans la réalité du quotidien sera beaucoup plus compliqué et va générer évidemment beaucoup plus d'angoisse, etc. Donc, repérer ce type de comportement, encourager les enfants et les jeunes ados à aller faire du sport d'équipe, du sport individuel, mais les deux, aller à l'extérieur, etc. Ne pas les laisser complètement s'enfermer dans un monde virtuel avec que les téléphones, les tablettes et autres, est d'autant plus important parce que sinon, on risque de passer à côté de cette blessure et du coup la renforcer indirectement et avoir beaucoup plus de mal à s'en libérer par après. En sachant qu'en plus, certains jeux vidéo vont entretenir l'angoisse et l'anxiété, beaucoup de violence dans beaucoup de ces jeux, plus même certaines formes d'addiction. Et les addictions, je vous rappelle, hein, je vous ai parlé de la dissociation tout à l'heure, hein, quand on pouvait se couper par exemple, et donc une blessure qui génère, donc qui est un trauma, va générer une souffrance. Cette souffrance donc, va générer un mécanisme de défense qu'on appelle des protecteurs, si je reprends le modèle des états du moi, donc les sous-personnalités. Premier type de protecteur pompier, les pompiers, hein, pour mémoire, c'est TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif, workaholic, sexaholic, sportaholic, tabloïtoïque. Donc, on va développer plein d'éléments qui vont chercher à me protéger de cet environnement en me faisant rentrer dans un mécanisme où je deviens excessif dans le mécanisme. Et avec des vases communicants entre ces fameux pompiers. Quand l'un ne suffit plus, j'en développe un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc., etc. Ça veut dire aussi que les parties contrôlantes, c'est-à-dire d'autres types de protecteurs, les managers, vont venir aussi remplir un rôle. Si j'ai à nouveau affaire avec quelqu'un qui est détaché évitant, ça fait deux contrôles qui interagissent pour contrôler toute la situation. Et vous allez avoir des personnes qui vont développer du perfectionnisme, qui vont développer une incapacité à lâcher prise, à choisir, éventuellement à prendre une décision entre blanc et noir, etc. Donc, qui vont susciter la procrastination, une difficulté à s'investir, et dans le lien ou dans la vie professionnelle. Parce que dès qu'il y a une difficulté, soit ça va développer une angoisse de fond telle que la personne va changer de métier ou de sport ou d'activité, parce que comme s'il avait fait le tour de la question très vite, et donc c'est trop angoissant, il s'en va. Caractéristique qu'on retrouve notamment chez les HP, hein, quand certains types d'HP, ils maîtrisent assez facilement une certaine donnée, mais si ils se sentent en challenge, certains vont s'auto-saboter, ils vont changer de voix simplement parce que c'est insupportable pour eux de se sentir jugés. Et ça renvoie directement aux blessures d'attachement, évidemment. Le fait de me sentir jugé, ça veut dire me sentir rejeté, abandonné, je suis en danger, et donc du coup, je coupe les ponts et je change. Donc beaucoup de souffrance par rapport à tout ça. Donc, les enfants qui ont fait l'objet de parents très présents, aimants, qui
qui répondait évidemment aux besoins, aux failles, aux blessures, aux questionnements, etc., eh bien, qui répondait simplement positivement aux sollicitations d'un enfant, eh bien, ça va générer une sécurité de fond qui va faire que l'attachement sera sécure une fois devenu adulte. À l'inverse, si j'ai des parents qui sont trop présents ou trop absents, ça va générer ces blessures et donc le développement que j'ai déjà prénommé, anxieux, détaché évitant, désorganisé ou ambivalent entre ces trois premiers cas de figure. Donc, par exemple, si vous pensez par exemple à un ado qui a du mal, qui commence à développer de la phobie scolaire, eh bien, phobie scolaire, il peut y avoir eu effectivement des traumas type du harcèlement, mais il pourrait y avoir eu aussi simplement cette blessure d'attachement. Je ne suis pas suffisamment en estime de moi et en confiance en moi que pour aller me confronter au regard de l'autre, et donc je commence à éviter, c'est un mécanisme d'évitement, et donc c'est un mécanisme de fuite. Je vous rappelle, le mécanisme de défense, fight, flight, freeze. Je deviens agressif, j'attaque, je fuis, et quand je peux faire ni l'un ni l'autre, je me perds mes moyens, je me tétanise. Donc quand vous avez affaire à des phobies, des développements de phobies, etc., d'évitement de certains lieux, allez vérifier la blessure d'attachement. C'est important parce que ça peut complètement impacter mon système. Si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a du mal à changer de vie, de style de vie, observez un petit peu que vient remplir cette fonction. Pourquoi est-ce que la sécurité émotionnelle et affective passe par la même sécurité de mon environnement? C'est simplement parce que si l'attachement, par exemple, a été insécure et que vous avez, par exemple, simplement déménagé trop souvent quand vous étiez enfant, ça représente chaque fois des ruptures de lien. Des ruptures de lien où l'enfant va perdre tous ses repères, les amis, éventuellement l'école, le quartier, la maison, et donc ça génère une angoisse de fond. Si les parents n'en ont pas conscience banalise ça, eh bien, ça va générer cette blessure qui va se traduire parfois des années plus tard par des phobies de type scolaire ou autre. D'accord? Donc, c'est aussi très important de capter ça. Donc, je vais un petit peu... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Je vais aller regarder un petit peu les questions parce que je vois qu'il y en a quand même déjà un petit paquet. Alors, Il y a un petit paquet de questions. donc l'enfant trop couvé risque d'avoir les mêmes problèmes que l'enfant ayant vécu un manque de sécurité. Un enfant trop couvé, ça crée de l'insécurité simplement parce qu'il n'a pas l'opportunité de faire l'expérience de l'échec ou de la difficulté. Et donc, du coup, ça va lui mettre une pression qui va se traduire par un manque de confiance en soi, d'estime de soi, et qui va faire que l'enfant ne va pas oser aller affronter l'extérieur parce qu'il n'a pas été outillé pour le faire. Donc, il faut laisser les enfants faire des expériences en sachant que l'enfant apprend toujours de ses expériences. J'ai un souvenir, c'était quand j'étais après l'université, j'avais été faire, non, pardon, pas, j'étais à l'université, c'était pas, j'avais été faire des tests à l'université de Gand avec une banque et je m'ennuyais un peu. Enfin, en gros, je ne croyais pas trop dans cette banque et donc je m'ennuyais un petit peu. J'avais un petit peu joué avec les tests, je répondais des trucs, bon, des trucs qui étaient totalement vrais, mais aussi des trucs où je m'amusais un petit peu. Je voulais voir ce que ça allait donner. Et donc, le prof de psycho, après, me demande s'il peut me parler un peu à part, et donc je dis oui. Et puis, on va dans son bureau, et puis il me dit, tiens Yves, écoute, tu sais, normalement, dans les tests, on peut ni faire ni 0 ni 10. Or, tu as quand même réussi sur les 10 tests qu'on a fait, il a quand même réussi à avoir un 0 et un 10. Donc, est-ce que par hasard, tu aurais un peu chipoté avec les tests? Et donc, je dis, bah oui. Alors, il me demande pourquoi, et puis je dis, mais parce que, voilà, cette banque, c'est une banque auquel je ne crois pas du tout. Donc, ils nous font faire ça, mais en fait, ils vont absolument pas en tenir compte. Et puis le but de ces tests, c'était de savoir si on pouvait faire certaines formations pour améliorer nos compétences et nos capacités. Et puis le gars me dit, mais tu sais, là, regarde ta courbe, tu es au maximum. En réalité, on ne peut pas te donner de formation parce que ça ne sert strictement à rien du tout. Tu es au maximum de ce que tu peux être là, ici et maintenant. La seule façon pour toi d'apprendre maintenant, c'est de te casser la figure, c'est de faire des erreurs. Parce que c'est cette mise en difficulté qui va t'obliger à te dépasser et à développer de nouveaux types de connexions, de réflexion, de créativité quelque part, hein, de stimuli, de stimulation qui vont me permettre de dépasser tout ça. Pour moi, à l'époque, je ne l'ai pas très bien vécu, mais c'est une réalité. L'être humain apprend de ses essais-erreurs et essais-réussites, et donc c'est une expérience. Dans une entreprise, par exemple, c'est important de
nommer ça aussi par rapport aux collègues. Si vous repérez l'attachement du collègue en fonction de sa façon de se lier à l'autre, vous pouvez le soutenir ou au contraire, vous pouvez le casser si vous n'avez pas repéré ça. Donc, ce sont des outils très importants pour manager et repérer ce qui se passe. Comment réagir avec un enfant de 22 ans qui a des angoisses et qui ne veut rien faire? Bon, alors déjà, c'est intéressant qu'on dise que c'est un enfant. Donc, normalement, c'est plutôt un jeune adulte. C'est plus vraiment un enfant, même si son cerveau émotionnel n'est pas encore à maturité. Donc, si la personne est figée avec des angoisses et ne peut vérifier quelle partie de lui bloque. Donc, je rappelle les parts pour que vous compreniez bien mon propos. Donc, dans la théorie des égostés, des états du moi, et nous savons que c'est une théorie qui est evidence-based, donc elle a fait l'objet d'études, de recherches, on sait que ça fonctionne comme ça, eh bien, on a une partie blessée, le trauma, ça s'appelle l'exilé. Son fardeau, c'est l'angoisse, l'anxiété, éventuellement colère, tristesse. Deuxième niveau de dissociation, c'est les mécanismes de défense et d'évitement de la souffrance de l'exilé, soit pour protéger l'exilé d'une plus grande souffrance, soit pour protéger les autres parts du système de la souffrance de ce fameux exilé. Arrivent donc les pompiers. Les pompiers vont se traduire par des mécanismes d'évitement, donc des mécanismes de défense qui se mettent en place et qui vont être représentés par des TOC, des ruminations mentales, des phobies, des addictions et des comportements excessifs. Si les pompiers prennent trop de place eux-mêmes, eh bien, j'ai des managers, donc, pour les entreprises, donc c'est des protecteurs managers qui sont des parties très contrôlantes qui vont débarquer. Et c'est la lutte entre les pompiers et les managers pour calmer les pompiers. Si le manager gagne, le pompier disparaît. Si le pompier disparaît, je suis à nouveau connecté avec le fardeau, c'est-à-dire la souffrance de l'exilé. Et donc, je vais déplacer vers un nouveau symptôme. Donc, si on reprend cet exemple-ci d'un enfant ou d'un adulte de 22 ans qui ne veut pas s'occuper de sa sécurité, la première chose à faire, c'est renouer un lien émotionnel avec lui. C'est reconnaître sa souffrance. Reconnaître la souffrance, c'est-à-dire la partie de lui qui est en souffrance et qui souffre à tel point qu'il ne veut absolument pas sortir de ça, parce qu'il a trop peur, mais c'est nommer déjà ça, nommer les parts, nommer ce qu'il vit, et puis lui expliquer comment fonctionne le cerveau, par exemple, justement avec ce que je viens de nommer. Parce que si on peut le faire, alors il peut se réapproprier des grilles de lecture émotionnelle pour qu'il puisse savoir et apprendre qu'il peut sortir de ces schémas. Ce sont juste des schémas, ce sont des programmes, ce n'est pas autre chose. Donc c'est rassurer, nommer, etc. Après, c'est évidemment un moment, en fonction de la relation que vous avez avec lui, la personne, c'est mais est-ce que rester comme tu le fais dans ces angoisses t'aide à sortir des angoisses? Ça, c'est s'adresser à la partie plus rationnelle qui, elle, peut peut-être entendre, mais la partie angoissée n'arrivera peut-être pas à passer à l'acte. Mais c'est semer des graines et être en présence de la personne, jusqu'au moment où le lien sera suffisamment fort. En thérapie, on appellera ça l'alliance thérapeutique, donc fort que la personne va pouvoir se reposer sur une partie de notre force intérieure en tant qu'accompagnant, parent ou thérapeute ou coach, de façon à ce qu'il puisse se reposer sur cette force, de façon à trouver l'énergie suffisante à pouvoir modifier son comportement. Voilà. Et si vraiment l'état devient dangereux, n'oubliez pas que vous pouvez en parler avec un psychiatre. Il faut contacter un psychiatre pour dire voilà, là, il y a vraiment un vrai problème. Peut-être qu'il y a une réelle mise en danger de la personne. Il ne veut pas se traiter, se soigner, mais on voit qu'il commence à plonger de plus en plus. Et donc, voir aussi s'il y a des personnes ressources autour de lui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'écouteraient plus facilement? Parrain, marraine, oncle, tante, des collègues, des amis, tout simplement, et voir s'il y a moyen d'avoir des leviers pour ouvrir et le rassurer suffisamment pour qu'il puisse essayer de faire des choses différemment. Donc, est-ce que le style d'attachement impacte l'intelligence émotionnelle? Forcément, donc c'est un impact direct. Donc, est-ce que c'est le style d'attachement qui est à l'origine d'un dysfonctionnement comportemental et non autre chose? À nouveau, il y a le style d'attachement, mais il peut aussi y avoir les traumas. Si vous vivez un épisode traumatique, c'est-à-dire un événement en général soudain, violent, qui ne peut pas être digéré en l'état, si on ne le digère pas en déant le mois, on va commencer à parler de trauma, et entre 3 et 6 mois après l'épisode, on va commencer à parler de stress post-traumatique. Donc là, évidemment, le stress post-traumatique va déclencher une série de réponses de type dissociatif, qui seront les mêmes que, justement, les fameux pompiers ou managers avec l'exilé et son fardeau, sauf que ça ne sera pas en lien avec la blessure d'attachement, ça sera en lien avec le trauma. Attention, si vous avez affaire à des traumas complexes, c'est-à-dire s'il y a eu des répétitions de traumas, d'épisodes traumatiques,
vous pouvez quasi être sûr qu'il y a des troubles de l'attachement également. Pourquoi? Parce que s'il y a eu des répétitions de schémas, ça veut dire que déjà, ça a démarré évidemment très jeune. Et si ça a démarré très jeune, c'est qu'il n'y avait pas de sécurité émotionnelle et affective au sein de la famille, ou en tout cas pas suffisamment pour protéger l'enfant. Et donc là, il faut aller vérifier, mais vous pouvez quasi être sûr que dès qu'il y a trauma complexe, il y a trouble de l'attachement. L'inverse n'est pas nécessairement vrai si on s'est attaqué à cette blessure suffisamment tôt. On peut avoir pas de trauma, voire un trauma simple, tout simplement. D'accord? Donc, alors, la thérapie dans le cadre de troubles de l'attachement est-elle du ressort d'un psychologue ou d'un coach? Ben, à nouveau, troubles de l'attachement, on part sur le passé. Normalement, un coach travaille sur le présent et le futur. Donc, normalement, en coaching, on ne va pas travailler le passé. Ou alors, on ne fait plus du coaching. Peut-être qu'on va flirter avec le live coaching. Donc, mais normalement, c'est plutôt de la thérapie, évidemment. Donc, et là, si en tant que coach, vous n'avez pas les outils pour travailler sur le passé, ne vous lancez pas dans l'aventure. N'appliquez certainement pas la PNL au passé et au trauma. Il y a pas mal de recherches qui sont comparatives de plusieurs outils, donc ils ont pris un certain profil, par exemple des vétérans de guerre, donc c'est des profils quand même un peu lourds. Ils ont comparé, par exemple, il y a une étude qui a été faite par Charles Figley, l'université Charles Figley en Floride. Eh bien, ils ont mis l'un à côté de l'autre des thérapies de type psychologie énergétique, RIMAP, TFT, si ma mémoire est bonne, donc thérapie du champ mental, qui fait partie aussi du même champ, qu'on appelle maintenant cognitivo-psychosomatique. Donc, le champ psychologie énergétique et même EMDR appartient à un courant qui est en train de naître et qui est reconnu maintenant en France, on en parle comme ça. En Grande-Bretagne, il a été clairement officiellement reconnu. On appelle ça les thérapies cognitivo-psychosomatiques, qui intègrent les aspects plutôt psychocorporels avec les aspects plutôt cognitifs. Cognitifs, c'est donc les croyances, les cognitions que je développe à mon propos en lien avec des traumas. Et donc, cette étude, comparée aussi avec la PNL, avec une thérapie centrée sur le cœur et la présence, une thérapie purement comportementale, eh bien, la PNL retraumatisait là où certaines thérapies faisaient Eagle, et dans les top thérapies de soins au niveau des traumas, ben, il y avait évidemment le MDR, mais encore mieux RIMAP. Pourquoi? Parce que par rapport à l'EMDR, on n'a pas besoin d'entrer aussi puissamment dans le souvenir émotionnel. Et donc, si on travaille des thèmes compliqués, difficiles, émotionnellement parlant, pour le coacher ou pour le patient, eh bien, ça permet de rentrer dans le souvenir sans avoir autant de connexions émotionnelles. Et donc, c'est quand même très, très agréable, si on travaille sur un viol ou une agression, de ne pas devoir remettre la personne complètement dans le souvenir, complètement débordée par ses émotions. C'est beaucoup plus écologique pour le patient et même pour l'accompagnant, parce que c'est moins violent. Quel type de comportement des parents conduisent un attachement désorganisé? Déjà, un attachement désorganisé des parents, si un parent est explosif, il veut bien faire, mais il retient par devers lui, puis tout d'un coup il explose sans qu'il y ait de raison, l'enfant va commencer à ne pas savoir quand il peut se laisser aller, être lui-même, il va commencer à s'auto-surveiller, et il va lui-même essayer de reproduire ce qu'il voit. Et donc, du coup, évidemment, il va lui-même devenir un peu volcan, parce que le cerveau ne peut pas gérer, donc il va à un moment exploser. Si des parents sont très violents, la violence va entraîner une forme de violence et de frustration, d'impuissance, qui va finir par se traduire par une blessure désorganisée ou mixte, désorganisée avec un autre style d'attachement, si l'autre parent avait un attachement différent. Donc, certaines agressions pourraient amener ça aussi, si par exemple dans l'environnement, on n'a pas reconnu les blessures. Si on n'a pas reconnu par exemple un viol ou un abus, une négligence, et qu'on l'a banalisé, ça va générer une frustration qui peut se traduire comme un aspect cocotte-minute qui à un moment va faire que l'enfant va développer un attachement insécure, désorganisé, parce que c'est insupportable pour lui. Et sur certaines thématiques comme l'injustice ou comme la non-écoute, il pourrait complètement basculer en mode j'attaque, ou je fuis, ou je perds tous mes moyens. Mais la particularité de désorganiser, c'est d'abord exploser, après éventuellement je passe en mode fuite ou je perds tous mes moyens. Quel type d'attachement est plus difficile à suivre en thérapie? C'est clairement le désorganisé, ou c'est un ambivalent avec désorganisé, parce qu'effectivement, parfois on ne mesure rien. C'est-à-dire que
la personne a l'air très très calme, et puis tout d'un coup, ça explose, on ne sait absolument pas mesurer, on a beaucoup de difficultés à mesurer ce niveau de frustration. Donc là, une façon de repérer ça, c'est vraiment le non-verbal. Hein. La communication non-verbale correspond à 90% de la communication. C'est vraiment bien repérer les signes non-verbaux de tension. Hein. Est-ce qu'on voit des tensions au niveau des jambes, des mains, les yeux qui commencent à s'agiter, la personne qui commence à s'agiter, la couleur qui change, qui devient un peu plus rouge, le visage qui se ferme, au contraire, qui devient plus blanc, un tremblement nerveux qui apparaît. Tout ça sont des signes de l'activation du système vagal, qui veut dire qu'à un moment, on risque de basculer vers une explosion. Par exemple, bon, j'étais un enfant battu. Quand je passais en mode explosif, ça se voyait assez bien, je devenais très très pâle, mes yeux devenaient tout petits. C'est vraiment comme si je voyais des cils en face de moi. Mon visage se fermait, les lèvres devenaient très pincées et je commençais à trembler tout doucement. Et là, en général, il valait mieux soit vider le pot, soit il valait mieux arrêter parce que je passais en mode survie. Et donc, en mode survie, c'est j'attaque, je fuis ou je fais le mort. Et évidemment, l'attachement désorganisé peut passer en mode combat, simplement parce qu'il n'a plus de moyens de communication. C'est un mode de communication, la violence. C'est évidemment un mode de communication qu'on peut reproduire si on l'a vécu dans son enfance. On va le reproduire parce qu'on a appris à faire comme ça. Après, il faut désapprendre. Et ça, c'est le travail de fond, c'est la thérapie, évidemment. D'accord ? Voilà. Alors, quel impact pour l'équipe dans le monde du travail par rapport au management des équipes ? Évidemment, c'est tout à fait ça. Le problème, c'est que si j'ai dans mon équipe des gens qui ont un attachement insécure, anxieux, donc ils auront besoin d'être rassurés beaucoup. Donc, c'est des personnes qui vont manger beaucoup de temps pour se rassurer ou qui vont travailler lentement parce qu'ils vont toujours vérifier que ce qu'ils font est juste. Hein, ils vont manquer de confiance en eux. A contrario, un attachement détaché évitant, lui, il va avoir beaucoup plus de mal à être en lien, donc il va plutôt parler, il pourrait parler de façon plus cassante, plus froide, donc il ne va pas mettre d'affect dans le lien, ce qui évidemment va créer de l'angoisse chez l'attachement insécure, anxieux. Et l'attachement de type désorganisé, lui, va avoir l'air de fonctionner très, très bien, et puis tout d'un coup exploser sans raison apparente, simplement parce qu'il y a un trop-plein, et le trop-plein nécessite une expulsion de ce trop-plein par une explosion. C'est-à-dire qu'au niveau des managers, c'est très important de repérer comment la personne fonctionne. Tiens, est-ce qu'il vient souvent demander des conseils? Est-ce qu'au contraire, il a plutôt tendance à s'isoler? Est-ce qu'il a du mal à gérer une frustration? Est-ce que quand on lui fait une observation, ça a du mal à passer? Désorganisé va exploser. L'anxieux va commencer à avoir peur, il va se tétaniser, il va encore plus dysfonctionner. Donc à ce moment-là, le manager doit pouvoir revenir vers la personne en disant, écoute, ok, je vois bien qu'il y a une part de toi qui n'a pas l'air à l'aise avec ça, mais c'est normal. Donc on va rassurer, on va dire, écoute, c'est normal que tu vives ça, parce que, écoute, c'est nouveau, et puis voilà, c'est logique, et puis c'est tout à fait normal que tu tâtonnes un petit peu. Moi, j'ai fait la même chose, par exemple, d'accord? Donc c'est tout à fait logique. Écoute, tu as un temps d'adaptation, prends ton temps, et quand tu te sens prêt, ben on revoit, mais n'hésite pas à me le demander, et moi, je viendrai te voir régulièrement, une fois par semaine, faire un petit check-up pour voir comment l'intégration se fait au mieux. L'attachement détaché évitant, même chose, je vais aller le voir en disant, ok, je vois que tu restes un peu plus dans ton coin, comment ça se passe, effectivement. Et on va essayer de le nommer, voir quel ressenti a-t-il par rapport à son travail, quel ressenti a-t-il par rapport à ses partenaires, à ses collègues, etc. Donc, on va essayer de le faire parler un peu plus au niveau des ressentis émotionnels, des humeurs, pour vérifier qu'il ne fasse pas cocotte minute jusqu'au jour où tout s'effondre. Un désorganisé, même chose, ça a l'air de bien se passer, et donc on va aller observer, tiens, qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un débriefing? Est-ce que c'est facilement acceptable ou est-ce que ça génère d'énormes stress qui font que tu passes en mode combat, fuite voilà, ou tu perds tous tes moyens quand tu te sens challengé. Le désorganisé, normalement, ne va pas perdre ses moyens, il va passer en mode combat très rapidement et peut-être fuir si vraiment il sent qu'il ne peut pas trouver une solution. D'accord? Peut-on mettre en parallèle une autre grille de lecture type schizoïde, oral, anal, borderline? Alors, oui, non, c'est-à-dire que, donc ça c'est une grille de lecture plutôt psychopatho, hein, donc s'il y a eu des blessures d'attachement, ça peut évidemment générer des états de type schizoïde, enfin schizophrène, etc. Ça peut amener des personnes qui effectivement pourraient péter un câble, etc. Oral anal, j'en parle pas trop. Au niveau psychanalytique, c'est pas mon outil principal, d'accord? Donc j'ai fait une thérapie en psychanalyse, pendant plusieurs années, j'ai étudié ça aussi, mais
c'est un modèle qui, à mon sens, au niveau des traumas en tout cas, ne sert pas à ça. Hein, il ne donne pas les outils suffisants pour pouvoir traiter le trauma. Il peut au contraire travailler, il peut au contraire renforcer certains mécanismes de défense, comme par exemple ce qu'on appelle justement pompier, manager, et ce qu'on va appeler le self-like, qui n'a rien à voir avec la version psychanalytique. Hein, c'est vraiment un programme qui apparaît très jeune, qui prend les fonctions de qui nous sommes, nous, enfants, parce que notre identité n'est pas encore construite. Il va chercher à nous aider à survivre à l'environnement, et donc ces programmes apparaissent pour nous protéger. Donc, voilà, donc les aspects psychanalytiques, je ne vais pas trop en parler, ce n'est pas ma tasse de thé, et voilà, je ne pense pas que ça va amener grand chose, même si je pense que pour la compréhension de notre fonctionnement, c'est intéressant évidemment de pouvoir le faire. Par contre, par rapport aux aspects maladies mentales, psychopatho, oui, certaines maladies mentales peuvent se développer à partir de troubles de l'attachement, s'il y a eu des violences, des maltraitances, des négligences, par exemple. Ça peut créer notamment des effets borderline, c'est-à-dire des personnes qui risquent de basculer dans un champ beaucoup plus dur. S'il y a des antécédents familiaux, ça peut être aussi en lien avec les antécédents familiaux, évidemment, mais donc des aspects borderline, bien sûr, certainement, avec des attachements justement de type désorganisé, des personnes qui tout d'un coup explosent alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ça se rapproche de ce type de comportement. Je rappelle que dans le DSM, donc on va dire la Bible du psychiatre, c'est un ensemble de critères qui doivent être présents. Donc il faut qu'il y ait un certain pourcentage de ces critères présents pour que le diagnostic puisse être posé par le psychiatre. Donc c'est le psychiatre qui pose le diagnostic, ce n'est pas le psychothérapeute. Donc ça c'est important aussi. Renvoyer, quand vous avez des cas sur lesquels vous avez des doutes, renvoyer vers un médecin, vers le psychiatre, pas, bon, de prime abord plutôt un psychiatre qu'un généraliste, simplement parce que le psychiatre est censé mieux connaître aussi les médicaments, la médication, s'il y a besoin de médication pour stabiliser, même si je ne suis pas un fervent défenseur de la médication, parfois elle est utile, parfois elle ne l'est pas. Ça, c'est à discuter avec le psychiatre. Si vous n'avez pas autour de vous, cherchez des personnes ressources, faites-vous une équipe de personnes ressources que vous pouvez consulter, à qui vous pouvez renvoyer vos patients, avec lesquels vous pouvez collaborer, c'est-à-dire au moins dialoguer sur le cas de vos patients ou de vos accompagnés pour éviter justement d'être dans le flou artistique. Mais il y a quelques années, j'ai accompagné une personne qui est clairement en termes borderline, très intelligente, et qui coupait aussi quand elle allait voir un psychiatre sur conseil, ne nommait jamais évidemment tous les épisodes qui auraient pu la faire repérer comme étant borderline. Exemple, elle avait vraiment été très maltraitée quand elle était enfant, un père était complètement dingue, il y avait des courses-poursuites dans le pays où elle habitait, les gens se couraient avec des armes à feu, donc elle se retrouvait parfois son père avec une arme à feu sur la tempe, elle a assisté à ça pendant des années, vivant en partie dans une voiture, etc. Et cette personne, d'abord, a brillamment réussi sa vie, sauf qu'il y a quand même des aspects borderline, donc il y a des aspects où elle est touchée dans l'attachement et elle bascule dans un mode fusionnel complet avec des crises totales, donc fusionnel désorganisé, parce que c'est insupportable d'avoir en face d'elle quelqu'un qui a un attachement détaché, qui, évidemment, en mode de protection, se coupe encore plus des émotions, ce qui la fait revivre encore plus le rejet et l'abandon, et du coup, la bascule en mode survie, et elle passe en mode attaque. Et en mode attaque, ça peut aller jusqu'à frapper le partenaire, etc., parce qu'elle bascule vraiment dans des schémas très violents, verbaux et parfois physiques. Donc, violence, d'abus, est-ce que si l'enfant qui a subi ces abus... Attends. Pourquoi tu parles de violence? Ok. Donc, si un enfant était victime d'abus et qu'un des parents je veux dire, en est conscient, est-ce qu'il peut réparer l'enfant qui était abusé en sachant que l'autre parent, l'abuseur, ne reconnaît absolument pas et voire peut rester dangereux pour l'enfant? Il est évident que le cerveau est plastique. Donc, ça veut dire que les caregivers, les donneurs de soins, vont avoir évidemment une importance fondamentale pour pouvoir aider cet enfant à grandir dans une sécurité émotionnelle affective suffisante que pour avoir des ressources. Et au plus il va grandir, au plus on va pouvoir réparer les blessures de façon à ce qu'à un moment, il puisse se protéger du parent dysfonctionnel en ne le voyant plus, en s'isolant de lui, quitte en le poursuivant en justice si nécessaire, mais en tout cas, poser des actes qui lui permettent de sortir de ce danger. Tant qu'il est encore en danger,
c'est évidemment le parent conscient du problème qui va devoir essayer de gérer la situation, sachant que la justice est ce qu'elle est. Parfois, on ne peut pas démontrer, parfois, les tribunaux ne sont pas outillés non plus ou suffisamment expérimentés pour pouvoir répondre aux problèmes. Et donc, c'est clair qu'il y a un danger qui reste peut-être latent. Auquel cas, comment aider un enfant de cet ordre-là? C'est lui donner un maximum d'amour, un maximum de dialogue, un maximum de présence, sans l'étouffer, c'est-à-dire lui laisser aussi faire ses expériences de vie, parce que sinon, ça va générer une autre forme d'angoisse, de blessure, c'est que je ne suis pas capable de faire les choses. Et donc, on doit l'amener à grandir et à expérimenter les choses, mais avec énormément de bienveillance et de présence. C'est-à-dire vraiment prendre le temps de nommer ce qui est chouette, ce qui est bien, l'inviter à observer comment il sent dans son corps, dire regarde, tu es tout souriant, etc. Pour vraiment l'aider à se reconnecter avec des émotions, pour éviter qu'il se ferme des émotions et passe en mode je me dissocie, de peur d'être justement agressé, attaqué par le parent dysfonctionnel. Donc ça, c'est très, très important. D'accord ? Voilà, moi j'arrive tout doucement vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'il y a des questions on n'a pas, voilà. Je prends la Oui. parole, Yves. Attends, Simon, je ne t'entends pas, donc il faut que... Ah oui, pour que je Est-ce qu'on est t'appelle. encore sur Messenger ensemble ou pas? Non. Attends, je t'appelle. Voilà. Ah, Je vais pas t'écrire la question, mais plutôt la poser directement. Ah. Tu m'entends? Voilà. Hop. Vas-y, je t'écoute. C'est bon? Oui, oui. Parfait. Donc, ma question elle est en fait très simple. Quelles sont les différentes approches actuelles que tu as développées un petit peu succinctement, mais on aimerait bien avoir un peu plus de détails. Sinon, dire qu'il y aura je dirais des séances carrément très détaillées pour développer toutes ces approches et Ah, ces méthodes. c'est complètement... Oui, bien sûr. Donc c'est bon, c'est vrai que un des objectifs... attends, c'est parce que je t'ai distrait, Simon Mohamed. Je vais juste nommer ça parce que Dominique partage quelque chose. Donc, il y a un film qui s'appelle Pupille, je ne l'ai pas encore vu, de Gilles Lelouch et Sandrine Kiberlin, qui semble-t-il explique, montre magnifiquement les besoins d'un bébé et d'un enfant. Donc, voilà, je vous conseille de regarder ce type de film si ça vous intéresse, pour observer ce que ça peut donner. Voilà, donc par rapport aux formations, oui, donc le but du jeu, évidemment, c'est que si ça vous intéresse, il y a des formations qui sont données pour vous apprendre à gérer ce type de compétences ou d'aptitudes, et notamment avec Simon Hamet, donc, puisque lui est situé au Maroc, voilà, j'aurais grand plaisir d'être invité par lui pour aller redonner des formations. Tout le monde, tous les Belges, tout Voilà, oui, tout le monde est les bienvenus, évidemment. faites un effort de venir. Hein. En Déconfinement Belgique, total. en Belgique ou en France, il y a aussi IPRA Sylvie, tu seras très bien. que je co-dirige avec Ulrike. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, il y a le site d'IPRA, vous pouvez aller visiter, mais c'est clair qu'avec Simon Hamet, voilà, vous avez envie de venir. D'ailleurs, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient venir au Maroc pour profiter du cadre et de prolonger de quelques jours la formation. Voilà. Mais donc, il y aura effectivement des formations qui vont être déterminées. On doit on doit choisir un agenda ensemble et regarder un peu le timing quand l'organiser. On est encore en fin de Covid aussi, donc c'est pas toujours facile au niveau des autorisations. Donc on attend d'avoir une confirmation de ça. Mais effectivement, il y aura plusieurs modules qui seront proposés, y compris des modules pour les entreprises si nécessaire, enfin, s'il y a de la demande, pour repérer et comment traiter, comment gérer ce type de programme. Il y aura certainement encore d'autres visioconférences qui sont organisées. On doit regarder un petit peu des thématiques. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat sur la page RHWay, par exemple, ou de me les envoyer à moi directement aussi. Voilà. Donc, il y a autre chose à dire peut-être, Simon Hamet? Bon, c'est évidemment des outils qui sont certifiés, il y a des outils pour lesquels je suis formateur certifié, il y a des outils aussi pour lesquels j'ai développé moi-même une certaine approche. Voilà, donc le but c'est que, en tout cas, ceux qui suivent la formation puissent être certifiés en fin de formation. Et donc, tout sera fait pour, comme je l'ai fait au Maroc déjà précédemment. Donc, je suis déjà venu 3, 4, 5 fois au Maroc donner des formations. Et voilà, j'ai un grand plaisir à y venir. Donc, voilà, je serais content d'y revoir certains amis. Donc. Exactement. Là, je te remercie, Yves. D'ailleurs, oui, mon micro il est activé. Je te remercie justement pour toutes ces informations.
toutes ces, je dirais, entre guillemets, ces orientations, tous ces aspects développés. Bien sûr, en 1 heure et demie, 2 heures, on ne peut tout dévoiler, tout transmettre, bien sûr, parce que là, l'interaction, elle est plus importante en présentiel. On a vu justement la limite des webinaires, justement, des formations à distance. On le constate actuellement, étant donné que moi-même je suis enseignant-chercheur. Donc, nous avons effectué une grande partie de nos cours ces derniers temps via, comme on le fait actuellement, mais des plateformes éducatives. En présentiel, c'est encore mieux, effectivement. Mais comme l'a dit Yves, il est tellement empathique, très avenant. S'il y a des thématiques qu'on pourrait encore plus développer, quand je vois le sourire sur mesdames, vous égayez l'écran, hein, carrément. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, il n'y a pas de souci. Yves, il est prêt à en débattre encore. On accordera 1 heure et demie, 2 heures à préparer cela. Hein. Il y a tellement de demandes, effectivement. Ne voyez pas que les personnes qui sont présentes avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé, qui m'ont téléphoné, sont excusées. Ils m'ont dit, est-ce que l'intervention va être enregistrée? Quand j'ai dit oui, vous savez, hein, au Maroc, le week-end chez nous, ça commence à partir de vendredi. Hein. Vendredi, chez nous, c'est déjà le week-end. Hein. À partir de 16h30, 17h, les gens sont presque, je ne dis pas déconnectés, ils sont déconnectés du monde réel pour aller vers un monde encore plus sympathique, qui est réel aussi, mais irréel réellement. Hein. Un jeu de mots. Et vous avez tout compris. Je te donne la parole, Yves. Ok, merci, c'est Mohamed. Voilà, donc, avant de clôturer, encore une petite précision. Donc il y a les donneurs de soins, mais donc les donneurs de soins, c'est aussi les éducateurs, c'est aussi certains professeurs, c'est forcément c'est des thérapeutes, etc. C'est éventuellement des coachs sportifs. Hein. Donc toutes les personnes qui apportent du soin à l'enfant ou à l'adolescent vont lui permettre de réparer le lien et la sécurité au niveau du lien. D'accord. Donc après, évidemment, quand on est adulte, c'est la même chose. Sauf que là, le lien va partir à la base de nous-mêmes. Donc c'est nous, adultes, qui devons acquérir la capacité de nous envoyer de l'amour inconditionnel, de la compassion, de façon à aller réparer nos parties blessées qui restent bloquées dans le temps, dans le passé, et les ramener dans le moment présent. C'est là qu'il y a un challenge. Et donc c'est vrai que quand on développe des outils comme SEB, Self Emotional Balancing, je travaille beaucoup avec la respiration compassionnelle et l'observation du corps, l'observation du calme dans le corps, parce que ça permet de bypasser les parties mentales, contrôle, comme les managers ou les self-like, beaucoup plus facilement que dans d'autres modèles. Voilà. Et pourquoi j'ai trouvé ça? Mais simplement parce qu'à un moment, j'ai expérimenté ça pour moi. Je vois bien que ça buguait, je n'arrivais pas à lâcher. Je me rappelle de certains élèves qui vont se reconnaître. Voilà. Ou si maintenant on le faisait, ça serait beaucoup plus facile. Parce que moi-même, je me suis dit, mais ok, il y a un truc qui ne va pas, et tout qu'on a cherché. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'on cherche aussi à vous amener chaque fois la pointe de ce qu'on peut faire dans ce type de travail. Voilà. Encore un grand merci à toi, Simon, Mohamed, aussi de ton invitation. Voilà, je vous remercie tous aussi d'avoir pris un peu de votre temps et de votre pré-week-end ou de votre week-end. Et puis, je vous embrasse bien fort et j'espère que tout le monde va au mieux. Voilà. Merci. Bonne journée à vous et bonne fin de journée. Salut Katia. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci Yves. Merci Sarah. Je vais passer Marie-Pierre, Madame Kautar, Sylvie, Dominique, bien sûr. Hein. Sylvie. Isabelle. Au revoir. Okay. Et à la prochaine fois, vous serez informés à temps. Inch'Allah, on vous aime. Et bientôt. Shukran. 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 Bon week-end. Au revoir. Voilà.